because good is not important and work is not important. Nothing's more important than stopping fascism because fascism will stop us all. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. On se retrouve aujourd'hui pour parler du vote d'extrême droite et plus précisément du vote pour le Front National, devenu entre-temps Rassemblement National. Et pour ça, je suis ravi de recevoir la sociologue Violaine Girard, maîtresse de conférences à l'Université de Rouen, chercheuse associée à l'INED et qui est l'autrice d'un livre intitulé « Le vote FN au village, trajectoire de ménage populaire du périurbain ». Bonjour Violaine. Bonjour. Alors depuis au moins 20 ans, on fait de ce vote pour l'extrême droite une lecture en grande partie territoriale en prétendant que la France qui vote Front National ou Rassemblement National aujourd'hui serait ce que certains appellent la France périphérique, opposée d'un côté à la France des centres-villes bourgeois ou embourgeoisés qui voteraient Macron et opposée d'un autre côté à la France des banlieues paupérisées qui voteraient pour la gauche et notamment lors de la dernière élection pour Jean-Luc Mélenchon. À l'appui de cette thèse séduisante, on cite les chiffres bien connus du vote d'extrême droite qui progresse à mesure que l'on s'éloigne des grands centres urbains. Pourtant, des travaux de sociologie comme ceux de Violaine, de Benoît Coquart ou du collectif Focal, ou encore des travaux de géographie comme ceux de Jean Rivière montrent que la réalité est sans doute plus complexe. Tout d'abord, la lecture territoriale doit nécessairement s'accompagner d'une lecture en termes de classe et de fractions de classe, attentive notamment aux transformations localisées du monde du travail, à la diversité des situations d'emploi et des expériences professionnelles, mais aussi en termes de ségrégation résidentielle, notamment ethno-raciale. Et ensuite, quand on brandit la catégorie de France périphérique, on exagère très certainement l'homogénéité sociale, mais aussi idéologique de l'électorat du FN-RN. Il n'est pas certain que ce soit ni les mêmes propriétés sociales, ni les mêmes logiques politiques qui poussent au vote pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, à Perpignan, à Hayange, à Fréjus ou encore dans un village des Landes. Mais avant d'en venir à l'analyse critique de cette catégorie de France périphérique, qui imprègne de nombreuses lectures du vote FN-RN, je voudrais que tu nous racontes d'abord peut-être ton enquête, à la fois ce que tu as fait et les raisons pour lesquelles tu as mené ce travail, et puis comment tu as rencontré la question du vote pour le Front National. Alors oui, c'est une question qui tombe bien parce que moi je suis plutôt sociologue et j'avais pas du tout au départ pour but de... Enfin, j'ai rencontré la question du vote de façon au détour d'un terrain. C'est-à-dire que j'ai commencé ma thèse en 2003 avec l'idée au départ de travailler sur les transformations sociales dans un territoire périurbain que j'ai pas perçu tout de suite comme ça, mais que j'ai appelé ensuite dans la thèse un nouveau territoire ouvrier. C'est-à-dire que c'est un territoire qui défiait un petit peu la vision qu'on avait de la désindustrialisation, puisque c'est un territoire qui est devenu un nouveau territoire industriel. C'est un territoire qui a fait l'objet de projets d'aménagement du territoire, avec beaucoup d'investissements de l'État, des collectivités, pour créer un parc industriel, des zones d'activité économique, comme un certain nombre se sont développées dans les années 70, 80, 90. Et donc, en gros, la thèse, elle était au départ questionner les trajectoires résidentielles, professionnelles, des ménages qui s'installent dans ces territoires, qu'on appelle périurbains, c'est-à-dire situés à la périphérie des grandes villes, donc territoires où, en gros, ont été construites dans les années, là encore, 70, 80, 90, un grand nombre de maisons individuelles, des maisons Bouygues, des maisons Phoenix. Donc c'était ce qui m'intéressait, c'était ce mouvement d'accession à la propriété des catégories populaires. À la fin des années 80, je citais souvent ce chiffre dans un bouquin de Groux et Lévy. À la fin des années 80, un ménage ouvrier sur deux est propriétaire de son logement. Et c'était un peu, du coup, l'envers de la désindustrialisation. J'avais affaire à un territoire dans lequel le pourcentage d'ouvriers dans la population active était élevé. Dans lequel il y a des industries qui se sont implantées et donc des transformations dans les profils des ménages. Et c'était pas, c'est pas un territoire qu'on aurait dit d'emblée un territoire ouvrier, parce qu'on a plutôt l'image que les gens qui vivent en petites maisons individuelles, ils sont pas en proie au licenciement, aux fermetures d'usines, aux restructurations, à la mondialisation qui ferme des sites de production anciens. Alors tout ça pour le dire un peu vite, Mais du coup, lors de ma soutenance, il y a des membres du jury qui m'ont dit et on les sent politisés à droite. Et de fait, c'est un territoire qui a été dirigé par des élus de droite depuis les années 70, des élus qui ont aussi porté ce projet d'installation de parc industriel. Et c'est un territoire dans lequel, du coup, je me suis rendu compte que les votes FN étaient supérieurs
ceux qu'on enregistre en moyenne nationale. Et j'ai décidé de retourner creuser cette question, ensuite jusqu'à la fin de l'année 2012. Donc c'est un travail qui est relativement ancien aujourd'hui, mais un certain nombre de processus sont sans doute encore en cours. Et puis moi, j'avais du coup, ce que je défends un peu, c'est que je ne suis pas allée voir ces gens de but en blanc en leur disant pourquoi vous votez FN aussi massivement que ça. Je suis arrivée sur le terrain avec des questions sur les transformations sociales de ce territoire, du bassin d'emploi, du parc résidentiel. Et je suis retournée voir des gens que j'avais côtoyés pendant 4, 5 ans, 6 ans, qu'a duré ma thèse, en allant les questionner plus directement ensuite sur le vote, une fois que j'avais achevé ma thèse. Et donc, en cumulant un peu des observations, en étant un peu intégrée aussi dans des réseaux associatifs, alors pas intégrés, mais connus, c'est-à-dire que je pouvais y aller, et en faisant du coup des observations en 2012 au bureau de vote, en faisant un certain nombre de choses plus directement orientées sur le politique, sachant que j'étais déjà connue et connue comme l'ancienne étudiante qui aimait bien venir nous voir. Donc il n'y a pas eu d'effet de stigmatisation qu'on peut avoir quand des journalistes vont faire du porte-à-porte dans des zones résidentielles en y passant une journée pour demander aux gens pourquoi vous votez, pourquoi il y a tant de votes FN dans cette commune. Et alors pourquoi c'est si important pour toi, quand on veut comprendre le vote FN, de mettre au centre de l'analyse les positions sociales, les propriétés sociales, les appartenances sociales et puis les trajectoires sociales de déclassement ou d'ascension? Qu'est-ce que ça nous permet de mettre en lumière? En quoi ça améliore la compréhension qu'on a du vote pour l'extrême droite ou de la montée de l'extrême droite dans ce pays? Alors, d'abord, une des premières choses que je voulais faire, c'était contrecarrer une vision qui est sans doute un petit peu moins dominante aujourd'hui, mais une vision qui était très présente et dans certains travaux, dans certaines publications scientifiques et dans les discours médiatiques, du déclassement, de la paupérisation, de la précarisation des classes populaires comme unique facteur explicatif du passage au vote FN. Or, on sait bien, il y a des enquêtes. D'abord, c'est pas tous les ouvriers ou toutes les employés qui votent FN ou RN. Et puis, moi, quelque chose que je voulais montrer, c'était que ce vote, il s'ancre aussi dans des fractions populaires stables. C'est-à-dire dans des fractions des catégories populaires, ouvriers ou employés, qui ne sont pas en proie au déclassement, qui ne sont pas toutes en proie aux difficultés économiques. Ça ne veut pas dire que ces difficultés économiques n'existent pas, qu'elles sont pas... je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de précarité parmi les classes populaires, mais il y a aussi des fractions populaires qui s'en sortent pas mal. Et cette idée d'expliquer le vote FN uniquement par... le déclassement, les difficultés économiques, le refus d'une mondialisation économique, ça occulte un certain nombre d'aspects qui participent à la croissance des scores électoraux du Front National puis du RN. Donc moi, j'avais déjà cette idée-là de dire, regardons leur trajectoire résidentielle et en gros, sur mon terrain d'enquête, alors qu'il y a un terrain, une monographie, c'est-à-dire menée dans un espace précis, mais qui permet donc pas de généraliser à l'ensemble des territoires français, mais qui permet quand même de voir des processus. Du coup, dans ce territoire-là, ce que je voyais, c'est que les personnes précaires, elles sont plutôt, finalement, mais ça on le sait très bien par ailleurs dans d'autres enquêtes, elles sont plutôt portées à s'abstenir, à se désintéresser. Et les personnes qui se rendent au bureau de vote et qui diffusent aussi des propos qui diffusent un peu du soutien à l'égard de certaines propositions de Marine Le Pen, etc., c'est plutôt des personnes qui sont établies, qui sont installées, qui sont des ouvriers qualifiés ou qui sont des personnes qui, à la cinquantaine, deviennent chefs d'équipe, deviennent techniciens. En tout cas, il y a des électeurs du FN parmi des membres des catégories populaires qui connaissent des trajectoires de toutes petites ascensions professionnelles ou de stabilisation, en tout cas professionnelle. Et il y a du vote FN-ORN parmi des personnes qui ne sont pas en proie au déclassement. Donc ça, c'était une première chose. Et puis, comprendre aussi, repartir des trajectoires professionnelles. Alors, moi, je n'ai pas enquêté dans les lieux de travail. J'ai enquêté dans l'espace résidentiel, mais donc, je ne suis pas allée là où les gens travaillent, dans les usines, dans les entreprises de maintenance, de sous-traitance, etc. Mais je posais systématiquement aux gens des questions sur leurs conditions de travail. Et puis, pour les femmes, qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans l'aide à domicile, dans la restauration, etc.
Mais du coup, repartir des trajectoires professionnelles, ça me permettait aussi de voir comment certaines formes de droitisation et puis de passage au vote à l'extrême droite avaient aussi leur origine dans des politiques d'aménagement du territoire. Donc, en gros, pour reprendre un peu la critique de la notion de France périphérique, la France périphérique, ça serait la France qui serait oubliée des pouvoirs publics. Or, comme je disais un peu tout à l'heure, là où j'ai enquêté, dans la vallée de la Riboire, pour le dire une fois pour toutes, du coup, il y a eu des investissements très forts de l'État pour implanter une zone d'activité économique, et le projet des élus locaux de la droite libérale giscardienne dans les années 70, c'était de créer une zone dans laquelle la main-d'œuvre serait docile. Il y avait une publicité qui était parue dans l'annuaire des polytechniciens à destination des chefs d'entreprise qui disait « Venez vous implanter dans la vallée de la Riboire, vous aurez l'assurance d'une paix sociale dans vos entreprises, dans vos établissements. » Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une politique d'aménagement du territoire qui avait aussi pour but de contourner les grands bastions ouvriers qui se sont mobilisés en mai-juin 68 et après, dans la séquence de mobilisation sociale très forte des années 70. Et donc le but explicite, c'était d'implanter des usines dans un territoire où on avait une main-d'œuvre qualifiée de rurale, qualifiée de docile, parce que d'abord, quand on réimplante un établissement industriel ex nihilo, il n'y a pas l'ancienneté des mobilisations syndicales qui ont pu se constituer petit à petit dans d'autres établissements plus anciens de la région. Ça, on le voyait très bien. Il y avait des fermetures d'usines Rhône-Poulenc à proximité de la zone industrielle dans laquelle j'ai enquêté, puis des réinstallations de nouveaux sites industriels. Et puis aussi, sur ce parc industriel, la logique, c'est un éclatement des emplois. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une centaine d'établissements. Et donc, la difficulté pour quelqu'un qui voudrait créer une structure syndicale est plus grande parce que c'est des établissements plus souvent petits. Tout ça, ça a été très bien montré par des enquêtes plus spécifiques sur la syndicalisation. C'est qu'il est plus difficile de syndiquer et plus difficile d'avoir une activité de défense syndicale des droits des salariés quand on est dans des petits établissements. Et donc, tout ça a été en tout cas orchestré par les politiques nationales d'aménagement et par des grands élus locaux. Et ça joue ensuite. Si les gens sont moins syndiqués, ils ont moins de socialisation à l'action collective, ils entendent moins les discours alternatifs à ceux qui sont ceux de la fatalité économique ou ceux de la droite, il faut travailler plus, il faut faire plus d'efforts, etc. Donc ça joue aussi sur le rapport aux politiques et in fine, sur le vote. Alors si je fais le lien justement entre ce que tu disais juste avant et ça, c'est que justement, la précarité n'a pas d'effet immédiat ou direct sur le vote parce qu'en fait, la question, c'est plutôt celle des solidarités collectives et de la stratégie délibérée des pouvoirs publics et sans doute du patronat ou des employeurs locaux de constituer un bassin d'emploi, effectivement, sans tradition d'organisation collective. Par ailleurs, des phénomènes qu'on retrouve dans d'autres pays, aux États-Unis, où il y a eu l'implantation d'usines dans le sud des États-Unis, réputées moins syndiqués, moins prompts aux luttes collectives. Donc d'une certaine manière, ce qui manque dans la description des votes EFN, c'est cet étage en quelque sorte entre la question des conditions d'existence et des conditions de travail et la question du vote. Il y a la question de tout ce qui se joue en termes de collectif, d'organisation collective, de solidarité collective. Et précisément là, ce que tu dis, c'est ces territoires, ils se caractérisent moins en tant que tels par une précarité qui serait plus grande qu'ailleurs, mais par une faiblesse des solidarités collectives. Oui, en fait, moi, c'est vrai que, en tout cas, ce territoire, les votes pour la droite sont supérieurs aux moyennes nationales et les votes pour l'extrême droite sont supérieurs aussi aux moyennes nationales. Et à l'inverse, du coup, les votes, la politisation à gauche, elle est peu présente. Pour le redire un peu plus précisément, c'est-à-dire que il y a toutes les dynamiques concentrées un peu dans ce parc industriel. C'est d'une part un éclatement des conditions d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont employées en CDI, il y en a d'autres qui sont en CDD, d'autres qui sont en emploi intérimaire. Il y a un gros volant d'emploi intérimaire, donc il y a de la précarité. Il y a donc un éclatement des statuts d'emploi. Il y a un éclatement sur plus d'une centaine de sites avec des activités différentes, des horaires différents, etc. Il y a quelques usines dans lesquelles il y avait une présence syndicale, des grosses usines, des gros entrepôts de logistique et puis des usines de production de base pour l'industrie chimique. Mais dans le reste des sites,
il y avait finalement cette stratégie pour rompre avec des implantations syndicales plus revendicatives, etc. Elle a bien marché dans ce territoire-là. Souvent, ce qu'on entend dans pourquoi est-ce que vous voteriez, pourquoi est-ce que vous votez à droite, ou pourquoi, je ne pose pas les questions comme ça, mais on retrouve quand même souvent un sentiment d'impuissance face aux dynamiques économiques. Et moi, il y avait un certain nombre d'enquêtés qui disaient, mais de toute façon, même Sarkozy, on a cru qu'il allait pouvoir changer les choses, mais les dynamiques économiques, c'est pas possible d'intervenir dessus. L'Europe, c'est pas possible d'intervenir dessus. Et il me semble que cette vision des choses, selon laquelle ce qui se passe dans le monde de l'entreprise serait pas accessible à des changements politiques, elle se nourrit aussi de l'absence concrètement de possibilités de mobilisation collective syndicale dans les lieux de travail. Cette sorte de fatalité, c'est difficile pour les entreprises. Moi, j'ai retrouvé chez beaucoup d'enquêtés qui travaillaient dans le domaine de l'industrie un souci sur la santé économique des entreprises et le sentiment pour ces personnes-là que les principaux responsables politiques, Nicolas Sarkozy, François Hollande, etc., seraient pas à même d'intervenir de façon efficace, de façon concrète. Parce qu'il y a l'idée que nous, on connaît les contraintes des entreprises. On travaille chez un sous-traitant, donc on sait qu'on doit être flexible, on doit pouvoir se rendre sur tel chantier, sinon il va perdre le marché. La santé économique de l'entreprise ira pas bien, donc nous, on risque d'être déstabilisés dans notre emploi, etc. Donc ce type d'attitude à l'égard de ce qui se passe dans le monde du travail, elle est nourrie par les conditions d'emploi dans un bassin industriel où, de fait, il y a eu déjà des fermetures d'entreprises qui s'étaient implantées, des réouvertures, la sous-traitance accentue aussi ce sentiment de il faut que ça aille bien dans le monde économique et ça renvoie assez directement dans les propos des enquêtés que j'ai rencontrés à la défiance vis-à-vis des responsables politiques des partis plus traditionnels dont on perçoit bien qu'ils ne sont pas issus du monde ouvrier, ils ne connaissent pas la réalité du monde du travail et ils ne vont pas prendre des mesures adéquates pour permettre à nos entreprises d'aller bien. Et alors, il y a une autre thèse que ton travail permet de critiquer, une thèse qui a été très répandue à une époque, peut-être moins aujourd'hui, je ne sais pas, à voir, c'est celle du gaucho-lepénisme. Cette idée notamment que l'essentiel de l'électorat du FN viendrait finalement d'un électorat de gauche, communiste notamment. Ici, on voit bien comment on est plutôt face à un électorat populaire, plutôt de droite au départ, qui se radicalise en quelque sorte à l'extrême droite, comme ça a été le cas dans toute une série de territoires. C'est pas forcément le cas non plus partout. Il y a des territoires qui étaient ancrés à gauche qui peuvent connaître des forts votes pour l'extrême droite aujourd'hui. Mais pas forcément les mêmes électeurs d'ailleurs qui votaient communiste, mais peut-être leurs enfants qui sont amenés aujourd'hui à voter pour l'extrême droite, puisque de toute façon le déclin du Parti communiste a commencé il y a longtemps, donc ça fait longtemps qu'une grande partie de l'électorat communiste a fondu. Est-ce que tu peux peut-être rappeler à ceux et celles qui nous écoutent quelle était cette thèse un peu du gaucho-lepénisme et voir comment tu te situes par rapport à ça? En fait, Annie Collovald en a parlé pas mal dans son ouvrage avec documentation à l'appui. Elle a publié un ouvrage qui s'appelle « Le populisme du FN, un dangereux contresens ». C'est-à-dire que à partir des années 90, 2000, il y a eu des constructions intellectuelles dans l'espace médiatique qui visaient à dire que l'électorat FN était principalement issu des catégories populaires, avec l'idée que les catégories populaires, c'est bien connu, elles vont se jeter derrière un leader charismatique, elles vont ne pas voter bien comme il faut, suivant les règles de la démocratie. Donc, il y a l'idée que les catégories populaires, quand elles votent, elles votent mal, en fait, elles votent pas bien, donc elles votaient pour le communisme qui aurait pu être dangereux pour les libertés démocratiques. Et donc, elles se sont massivement, avec le déclin du PC, elles se seraient reportées sur le vote FN avec un leader charismatique. Cette théorie du gaucho-lepénisme, elle a plutôt été développée, cette construction intellectuelle, elle a plutôt été développée au moment où Jean-Marie Le Pen était à la tête du FN, dans mes souvenirs. Où c'était un peu la théorie des vases communicants, quoi. C'est effondrement du PC et élévation du vote FN. Donc ce réservoir de voix qui alimente le FN viendrait forcément de catégories populaires dont les pratiques électorales sont dangereuses pour la démocratie puisqu'ils votent aux extrêmes.
Ils sont pas suffisamment posés, stables et réfléchis pour voter pour des responsables politiques qui sont conscients des vraies contraintes qu'on aurait dans le monde du travail, dans le monde économique, etc. Je caricature un peu, mais voilà. Et alors là, il y a un certain nombre aussi d'enquêtes électorales, etc., d'enquêtes plus quantitatives qui ont bien montré que cette thèse n'avait aucun fondement empirique. À l'époque où Annie Kollowald a publié Le populisme du FN, elle avait des chiffres. Le pourcentage, par exemple, d'indépendants qui votaient FN jusqu'au début des années 2000, etc., est non négligeable. Donc le FN recrute aussi ses électeurs parmi les catégories socio-professionnelles qui sont loin d'être défavorisées. Il y a des cadres qui votent FN-RN. Enfin voilà, on peut même dire en 2022 qu'on a vu que une partie de l'électorat de Zemmour se recrutait dans les beaux quartiers. Enfin voilà, une grande partie de son électorat, genre vos travaux de Jean Rivière que tu as cité tout à l'heure. La thèse du gaucho-lepénisme, elle occulte complètement aussi la diversité de ce qui n'est pas un électorat FNRN, de ce qui est un conglomérat, une agrégation de votes qui viennent de différents milieux sociaux. Et plus concrètement, là où moi j'ai enquêté, jusqu'aux années 80-90, il y avait beaucoup de familles d'ouvriers paysans politisés à droite, avec plutôt un terreau catholique, avec, je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'appelais un grand élu local, qui était un proche de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70-80, qui était un marquis qui apparaissait dans la presse locale, qui mettait en scène son titre de noblesse dans la presse locale, mais qui en même temps allait s'encanailler dans les foires, etc., à serrer les mains et à boire des verres de vin avec des ouvriers ou des paysans du canton et du territoire. Et son fils, le fils de cet homme politique, énarque, haut fonctionnaire, a repris tous les mandats de son père. Et donc, il est devenu maire du chef-lieu de canton, il a été président du département, il a été élu député au premier tour en 2007 suite à l'élection de Nicolas Sarkozy, etc. Et ces grands élus de la droite traditionnelle, donc giscardienne et puis l'UMP ensuite pour le fils, ils vont au contact des ouvriers de ce territoire ou des contremaîtres, enfin en tout cas des salariés de l'industrie pour les hommes, et ils avaient un discours, ils ont préparé aussi préparé. C'est une façon un peu excessive de le dire, mais en tout cas, ils ont joué un rôle dans l'encadrement des classes populaires de ce territoire, dans un contexte dans lequel il n'y avait pas non plus de structures syndicales, où la gauche avait très peu de structures développées localement. Il y avait une section du Parti socialiste, très peu de mobilisation associative progressiste, on va dire, dans ce territoire. Et donc, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est des trajectoires de familles qui, dans ce territoire, sont politisées à droite de longue date, vont se radicaliser un petit peu, à mesure aussi que les discours sur la scène politique nationale se radicalisent. Les discours de Sarkozy sur l'immigration n'étaient pas non plus très progressistes, on peut le dire, c'est un euphémisme. Et donc, il y a des formes comme ça ensuite de gens qui se disent OK, on veut bien voter pour de la chânerie aux élections cantonales, aux élections législatives, mais on trouve que Sarkozy nous a vraiment déçus, donc on va voter FN aux élections présidentielles de 2017. Alors du coup, ce que tu viens de dire, ça pourrait permettre de contribuer à expliquer ce qui s'est joué justement entre 2007 et 2012, moment où 2007 où Sarkozy est élu, avec une partie de l'électorat populaire autour notamment de la dite valeur travail sur laquelle on va revenir, et il perd une partie de cet électorat populaire qui se reporte vers Marine Le Pen en 2012. Le processus s'est encore accentué de la droite vers l'extrême droite en 2017 et en 2022, où la droite a été très largement battue aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives par l'extrême droite, par le Front National. Alors justement, je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes sur cette question de la valeur entre guillemets travail. Où on accorde souvent et on donne beaucoup de crédit au Front National, au Rassemblement National, d'avoir soi-disant remis la question sociale au centre des débats, la question sous la forme notamment la question du pouvoir d'achat. On a souvent dit ça de Marine Le Pen lors de la dernière élection présidentielle. Mais ce faisant, on minimise la manière dont l'extrême droite approche
décroche en quelque sorte de la question sociale et à quel point des références en réalité très classiques à droite et on pourrait presque dire néolibérales sont extrêmement centrales dans le discours économique et social du Front National, notamment l'apologie du mérite individuel, l'insistance sur le fait d'obtenir des promotions sociales via son travail, sans dépendre des solidarités collectives, etc. Et puis la critique évidemment le prétendu assistanat qu'on retrouve aussi bien à droite qu'à l'extrême droite. Est-ce que c'est quelque chose qui entre en résonance avec ce que tu pouvais observer sur le terrain dans presque, on pourrait dire, en citant Pierre Bourdieu, dans l'habitus en quelque sorte, dans le rapport au monde, le rapport au travail, le rapport aux autres de tes enquêtés? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui était effectivement assez central et que que j'ai creusé un peu. C'est cette valeur travail, avec le sentiment, par exemple, de se dire, voilà, nous, on est arrivés, on a notre maison, on s'est installé parce qu'on travaille, etc. Alors, il y a la valeur travail, puis il y a la valeur aussi, la stabilité conjugale, la valeur couple. C'est aussi un modèle assez... c'est quelque chose qui n'est pas assez creusé quand j'ai écrit le livre, mais cette valeur aussi de stabilité conjugale, de projet familial autour de la maison individuelle, etc. Et ça, c'est typiquement une valeur qui est aussi autour de l'hétéronormativité, qui est portée par la droite classique jusqu'à l'extrême droite, et de la famille avec enfants, voilà. Et un peu du modèle de respectabilité familiale avec un couple biactif le maintien dans l'emploi et la maison individuelle. Alors sur la question de cette valeur travail, c'est vrai que moi j'ai recueilli un certain nombre de discours, de propos avec effectivement ce que j'ai trouvé intéressant. C'est que j'ai fait pas mal d'entretiens avec des hommes qui se sont toujours maintenus en emploi, mais qui ont connu des trajectoires professionnelles heurtées, des reconversions, obligés de quitter un secteur pour aller vers un autre, etc. Je me souviens d'un enquêté qui m'avait dit « mais moi j'ai tout appris sur le tas comme métier, mais j'ai pas attendu que mon entreprise batte de l'aile et ferme pour me retrouver au chômage, j'ai pris les devants, je suis parti ». Et donc un peu comme ça, une espèce de discours à force de volonté, on s'en sort, alors qui est aussi lié au contexte, puisque comme je le disais, il y a eu un développement d'un parc d'emplois avec plus de 4000 emplois nouveaux qui ont été implantés sur ce territoire entre les années 80 et 2010. Donc voilà, un contexte local qui était quand même favorable aussi à ce type de parcours, de reconversion. Voilà. Mais du coup, aussi une très grande valorisation de ne pas compter ses heures au travail. Ce que je disais tout à l'heure, l'impact du développement de la sous-traitance. Quand on travaille pour une entreprise sous-traitance, c'est un peu ce qu'ont montré aussi des sociologues du travail sur le fait que les pressions au travail dans le secteur des services, elles ne sont pas forcément descendantes par les supérieurs hiérarchiques, mais elles sont aussi portées de plus en plus dans les organisations de travail par les clients. En fait, on fait porter aux clients les pressions sur les salariés de la vente, etc. Là, on a un peu avec la sous-traitance, il y a un peu la même chose. C'est-à-dire que quand on travaille dans une entreprise sous-traitante, le patron de l'entreprise sous-traitante, finalement, il est aussi contraint par les contrats, etc., baisser son coût pour décrocher le marché. Et donc, des salariés qui vont eux-mêmes faire des heures sup sans demander à ce qu'elles soient rémunérées, essayer de tenir les chantiers jusqu'au bout pour que tout se passe bien avec leur entreprise, puisse conserver le marché de sous-traitance, etc. Et puis aussi, quelque chose de très fort dans ce territoire, c'est le modèle de l'accès à l'indépendance. Alors, c'est quelque chose aussi, en même temps que moi j'ai découvert sur ce terrain, mais qui est assez classique en sociologie des classes populaires, c'est que le modèle de réussite sociale ou d'ascension professionnelle, il passe pas forcément que par l'école, dans toutes les fractions populaires. Et là, il y avait beaucoup de familles où, en gros, la réussite, ou l'espoir, c'était de devenir indépendant. Et dans l'artisanat, dans toute une série de domaines, travailler comme indépendant. Je me souviens d'un enquêté, son fils avait ouvert une entreprise multiservice, et moi, je ne voyais pas trop à quoi ça envoyait. Et il m'avait dit, déblayage de gravats, fin de chantier, etc. Et en gros, il faisait du service que les plus grosses entreprises sous-traitantes ne faisait pas. En gros, il faisait déblaiement de chantier dans le BTP ou dans différents secteurs industriels. Moi, ça me paraissait pas quelque chose de très valorisant, mais il était à la tête de son entreprise. Donc une valorisation de l'indépendance professionnelle. Et ces rapports au travail, ils se jouent effectivement dans le fait qu'on va plutôt être sensible au discours de la droite sur la revalorisation du travail manuel, sur l'effort individuel, sur
quelqu'un qui est chômeur ici, c'est parce qu'il le choisit, parce que sinon, il y a quand même moyen d'aller travailler. Quand on le veut, ici, il y a des emplois. Donc le contexte était aussi mobilisé dans la bouche des enquêtés pour dire, voilà, ici, il y a des offres d'emploi. Il faut arrêter les aides sociales parce que, alors c'est pas dit comme ça, on me disait pas parce que c'est pas toujours dit aussi directement, mais voilà, si ceux qui sont au chômage, c'est un peu de leur faute. Alors on pourrait te rétorquer, de fait ce sont des valeurs qui sont associées à la droite et qui sont très présentes, ou c'est un discours qui est très présent à droite, que ce soit du côté des macronistes ou du côté de LR. Pourquoi ça prêterait davantage au vote RN ? Alors, il y a peut-être deux éléments qui ressortent dans ton livre et qui peuvent, en quelque sorte, en s'articulant à ce discours assez classiquement de droite contre les assistés, contre les allocs, etc., qui est à la fois la défiance vis-à-vis des élites politiques et la question, pour faire vite, du racisme. Je propose qu'on aborde peut-être les deux, en commençant par cette question du rapport aux élites politiques et de la défiance, du sentiment de défiance vis-à-vis du personnel politique dominant. C'est vrai qu'un des moteurs, en tout cas du vote FN, tel que j'ai pas enquêté plus récemment sur le vote RN, mais un des moteurs du vote FN, c'est justement cette défiance, le sentiment qu'il y a un mépris de classe de la part des principaux responsables politiques, aussi de la droite. Et une grande déception à l'égard de Nicolas Sarkozy, où j'avais plein de petits échanges en tête avec le maire d'une commune qui était technicien, qui me disait qu'il avait voté Nicolas Sarkozy, puis qui ensuite, en 2012, a voté pour Marine Le Pen, qui me disait mais de toute façon, une Rolex, moi, ma montre, elle donne aussi bien l'heure qu'une Rolex. Ou d'autres enquêtés qui me disaient parce que Sarkozy avait valorisé le fait de porter une Rolex, ou il portait une Rolex. C'est le truc qui était... En fait, il s'était rendu un peu... il avait eu un mot qui avait été repris, c'était « si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie ». C'était lui qui avait dit ça, je me souvenais plus. Je crois que c'est Sarkozy. Ouais, à vérifier. En tout cas, moi, j'ai un enquêté qui m'avait dit Sarkozy, c'est le bling-bling, et moi, ma montre donne aussi bien l'heure qu'une Rolex. Donc, j'ai pas raté ma vie, même si j'ai pas de Rolex, quoi. Puis il y a eu cet échange avec des pêcheurs, si je me souviens bien, qui est évoqué par ton enquêté. Ouais, le casse-toi pauvre con. Et du coup, j'avais aussi un enquêté qui disait mais quand on est président de la République, on doit rester sérieux, etc., même si on se fait apostropher par... voilà. Donc finalement, le côté Sarkozy, son côté un peu guerrier, son côté... beaucoup d'enquêtés m'avaient dit il nous a pas forcément déçus, mais on trouve qu'il n'a pas été à la hauteur. Et puis, alors certes, il y a eu la défiscalisation des heures supplémentaires, qui était une mesure qui avait été présentée comme devant permettre aux entreprises de recourir plus souvent aux heures supplémentaires, justement. Par exemple, les entreprises de sous-traitance, quand il y a plusieurs chantiers, des gros chantiers à finir, ça leur coûte moins cher. Les heures supplémentaires leur coûtent moins cher si elles sont défiscalisées. Donc moi, j'avais un certain nombre d'enquêtés qui me disaient ça, c'était bien, c'est une mesure, il faudrait la continuer, etc. Mais finalement, c'était un peu la seule mesure qu'il retenait du mandat de Nicolas Sarkozy en faveur un peu du monde du travail et du pouvoir d'achat. Donc finalement, une grande défiance. Alors je me souviens aussi d'un enquêté qui était très admiratif de François Fillon comme quelqu'un qui avait une droiture familiale dans le travail d'élu. Donc le scandale de l'emploi fictif de l'épouse de François Fillon c'était en 2017, a dû aussi contribuer encore une fois à redistendre. Il y a des formes de politisation autour du discours classique de la droite sur la valeur travail, sur les efforts au travail, sur condamner l'assistanat, etc. Mais en même temps, une grande défiance à l'égard du personnel politique qui porte ce discours-là. Et donc ça explique aussi, pour une part, le report vers le vote Front National, mais en même temps, le vote Front National, s'il attire autant, c'est que il y a aussi une autre dimension qu'on ne peut pas occulter, c'est aussi quand même cette dimension effectivement de rapports sociaux de race et de discours sur la présence ou des étrangers, des immigrés, des désordres qui seraient liés à ces populations dans l'espace local et en France.
Alors justement, comment est-ce qu'on aborde cette question du racisme quand on cherche à la fois à faire la sociologie d'un territoire comme celui que tu as étudié et quand on cherche à saisir les rapports aux politiques? Il y a une thèse qui est très marquée par le mépris de classe ou même le racisme de classe, qui est que le racisme vis-à-vis des immigrés, des minorités racisées serait quasiment une propriété distinctive des classes populaires, des moins diplômés, etc. Les racistes, finalement, ce seraient les pauvres et les pauvres seraient nécessairement en bloc racistes. Ton enquête permet de contester cette vision et d'en mettre en évidence des processus peut-être un peu différents dans la manière dont, au quotidien, de manière locale, de manière concrète, se produisent ou se légitiment et se banalisent des attitudes racistes qui peuvent effectivement légitimer le vote pour l'extrême droite ou le favoriser. Oui, alors il y a quelque chose qui... alors c'est vrai que la ligne est étroite entre... quand on parlait du gaucho-lepénisme, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres thèses, ce que tu dis, d'autres thèses, d'autres discours médiatiques, politiques qui sont portés par des élites, qui seraient de dire, voilà, regardez, les catégories populaires sont dangereuses parce que d'abord, ils ont besoin d'un tribun, ils votent pas pour les bonnes raisons, et en plus, quand ils votent, ils expriment des penchants xénophobes. Et ça, alors... Plusieurs personnes ont montré que les discours racistes, ils sont aussi tenus au sommet de l'État. On ne va pas rappeler différentes choses, le bruit, l'odeur, etc. Les discours, la stigmatisation des personnes d'ascendance migratoire, elle est portée au sommet de l'État, elle est portée par la droite classique, par une partie de la gauche institutionnelle, etc. Donc on peut quand même aussi rappeler ça, mais du coup, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de rapports sociaux inégalitaires qui traversent les catégories populaires et qu'il n'y a pas des formes de racisme aussi du côté des catégories populaires. Et moi, quelque chose que j'avais à cœur de montrer, c'est que souvent, on va condamner dans les médias, dans les élites, on va condamner le vote FM comme l'expression d'une xénophobie dans les urnes. Et moi, ce que j'ai pu voir dans le territoire où j'ai enquêté, c'est que c'est pas forcément la première forme d'expression de xénophobie. C'est-à-dire qu'il y a aussi des stratégies très concrètes, très pratiques. Ça commence dans l'espace résidentiel, ça commence dans l'espace professionnel, de défense un peu collective d'un entre-soi de blanc. Donc, il faut bien dire les choses. Mes enquêtés ne se désignaient pas comme blancs, mais de fait, on peut parler de personnes blanches par opposition à des personnes racisées, c'est-à-dire des personnes à qui on va assigner une origine migratoire, ethnique supposée. Et donc, dans ce territoire-là, moi, ce que j'ai vu, c'est que au fil des années 90-2000, les conditions pour acheter une maison individuelle, pour faire construire, pour devenir propriétaire, elles se durcissent. Les prêts bancaires sont plus durs à obtenir, les salaires ouvriers n'évoluent pas beaucoup, les salaires des femmes employées encore moins. Donc, les jeunes générations, les enfants de ceux qui se sont installés dans les années 80 pour venir travailler sur le parc industriel, en faisant construire une maison individuelle, eh bien, leurs enfants ont du mal dans les années 2010-2020 à eux-mêmes devenir propriétaires, à s'installer, à acheter un terrain qui a pris de la valeur, etc. Donc, il y a des stratégies collectives portées aussi sur la scène municipale pour réserver finalement ce bien économique qui est rare et qui est difficile d'accès, que sont le foncier, la propriété d'une maison, un statut résidentiel très valorisant, celui d'être propriétaire, et un bien économique, des ressources économiques. Il y a des mobilisations pour préserver ces ressources pour les enfants de la commune ou pour des ménages blancs qu'on va juger respectables. Donc, les critères de la responsabilité, c'est d'être en emploi et aussi d'être blanc. Voilà. Et du coup, quand je dis ça, je vais le dire avec un exemple un peu plus concret, mais les élus locaux de cette commune, c'est une commune de moins de 2000 habitants, ils n'ont pas d'étiquette politique, mais ils défendent très clairement une logique de préférence communale, mais aussi une logique d'exclusion des ménages racisés. Alors, ils n'arrivent pas à contrôler complètement ce qui se passe sur le marché du logement, mais ils ont quand même énormément d'informations par le bouche à oreille. Déjà, ils limitent les logements sociaux. Alors déjà, ils refusent complètement les logements sociaux. Merci, tu as raison de le dire, parce que c'est un premier pas. Et ce qui est intéressant de voir, c'est aussi que là, il y a des politiques nationales derrière. C'est-à-dire que rien n'oblige les élus des communes périurbaines à avoir des logements sociaux. Il y a des pénalités pour les communes de plus de 20 000 habitants, je crois. Et dans les espaces comme ça périurbains, il y a des incitations pour que les communautés de communes diversifient. Sauf que les communautés de communes, ce n'est pas les communes. Et c'est les élus locaux qui gardent la main sur le plan local d'urbanisme.
Et puis par ailleurs, quand ils acceptent de construire des logements sociaux, ils trouvent des moyens, ça a été montré par d'autres collègues, notamment Fabien Dezage, de contrôler le peuplement de ces logements sociaux en mettant des conditions souvent officieuses auprès des bailleurs pour que ces logements soient réservés à des enfants de la commune, ou à des jeunes couples, mais qu'on connaît déjà, etc. etc. Donc voilà, ça, c'est connu, il n'y a pas que moi qui le montre, il y a des stratégies de contrôle du peuplement de la part des élus locaux. Et là, dans ce territoire-là, on refuse les logements sociaux et quand des terrains sont à vendre, une famille d'anciens agriculteurs qui vont décéder, dont les enfants vont revendre un certain nombre de terrains comme terrains constructibles, eh bien, on va aller les voir. Le maire et l'adjoint au maire vont aller les voir, vont leur dire ne vendez pas n'importe qui, etc. Et le maire et l'adjoint au maire, ils ont un rôle central dans la circulation des informations sur ces terrains qui vont être constructibles et qui vont être à la vente. Ce qu'ils n'arrivent pas bien à contrôler, c'est quand il y en a un certain nombre de ménages qui se séparent ou qui ont des soucis économiques, qui doivent revendre leur maison sans avoir fini de payer les emprunts. Là, c'est souvent des ménages qui quittent la commune et qui veulent revendre vite. Donc là, les élus ils perdaient le contrôle. Ils étaient assez dépités de voir que voilà. Et c'est par ce biais-là que moi j'ai pu voir quelques familles qui se sont installées par ce biais-là en rachetant des maisons à des ménages qui divorçaient ou qui avaient subi un licenciement. Voilà. Donc, notamment une dame qui portait un foulard, qui vivait très mal d'être dans ce voisinage où elle sentait des regards négatifs sur elle, sur sa famille, etc. Constamment. Et les élus m'avaient dit, ça, on ne peut pas le contrôler et on le regrette. Mais ils essayent aussi de limiter des promoteurs qui vont construire des grands lotissements et où après, il faudra commercialiser assez rapidement. Donc, il y a bien sûr des promoteurs qui font des lotissements, mais par toute une série de règlements, ils essaient aussi de faire que ces lotissements soient plus petits pour pouvoir ensuite positionner un certain nombre de jeunes enfants, d'enfants de personnes qui sont déjà propriétaires sur la commune, ou en tout cas ensuite de pouvoir plus ou moins sélectionner les profils des jeunes ménages qui s'installent. Donc, il y a de fait des inégalités économiques qui se maintiennent dans la société par des mobilisations collectives. C'est pas des mobilisations associatives, c'est pas des mobilisations institutionnalisées, mais c'est des mobilisations quand même qui sont présentes sur la scène municipale avec un relais très très actif des élus locaux. C'est des mobilisations collectives. C'est des stratégies d'évitement de la mixité raciale, en quelque sorte. Oui, c'est des stratégies de préservation d'un entre-soi blanc, je l'avais dit comme ça. Mais voilà, on veut éviter que ne viennent s'installer dans notre commune des ménages qui déstabiliseraient. Voilà. Et puis, il y a aussi, on veut reproduire le groupe. Enfin, finalement, c'est pas dit comme ça, mais le maire était... il y avait eu un exemple, c'était deux jumelles d'un conseiller municipal qui a été âgée d'une trentaine d'années et qui voulaient faire construire l'une à côté de l'autre avec leurs conjoints respectifs. Et l'un des deux couples s'était vu refuser le prêt bancaire alors qu'ils travaillaient, que les deux membres du couple étaient actifs, etc. Et ça avait heurté, chamboulé. Voilà. Donc, en fait, il ne faut pas nier qu'économiquement parlant, il y a des difficultés pour reproduire ces positions résidentielles qui étaient celles de la génération qui s'est installée dans les années 80-90 dans ces fractions populaires qui sont stables, qui ont des revenus, mais pour lesquelles la situation du marché du logement s'est tendue. Et il y a du coup une volonté de réserver ces ressources qui sont rares à des familles blanches, avec de fait des pratiques qui sont discriminatoires. En acte, il y a un adjoint au maire qui m'avait dit, mais quand quelqu'un vient se renseigner à la mairie sur est-ce qu'on a des terrains à vendre, est-ce qu'on va avoir des lotissements, est-ce qu'il y aura des possibilités de devenir propriétaire sur la commune, si c'est quelqu'un qui a un patronyme maghrébin, je lui dirai non. Et il ne pourra jamais savoir. Si je dis au ménage, à la personne qui vient se renseigner après, qui est blanche, il ne pourra jamais savoir, on ne pourra jamais prouver qu'on lui a dit non. Donc il y a des pratiques très claires de rejet de certains profils. Et est-ce que tu le penses comme finalement un ensemble d'attitudes qui participent d'une constellation globalement cohérente qui forme en quelque sorte un ethos ou un habitus, quoi? Ou est-ce que c'est même quelque chose qui peut conduire ou renforcer le vote d'extrême droite? Est-ce que c'est un facteur de plus en quelque sorte du vote d'extrême droite d'après ton enquête? Oui, moi je l'analyse comme un facteur de plus. C'est-à-dire que très concrètement, les élus locaux de cette commune, ils avaient un discours très construit là-dessus. C'est-à-dire que moi, ils me disaient, même des élus PS, avec une étiquette partisane qui se veut respectable, même ces élus-là
Il me prenait l'exemple d'un élu d'un canton voisin, d'une ville un peu plus grosse, qui avait été condamné en justice parce que il avait fait de la préemption. Donc préemption, c'est le maire rachète en priorité. Préemption sur des commerces qui étaient à vendre pour empêcher qu'il y ait trop de kebabs dans le centre-ville de son bourg, du bourg rural. Donc les élus, moi, que je rencontrais, qui sont sans étiquette et qui ne se cachaient pas auprès d'un certain nombre de personnes de voter pour le FN aux élections présidentielles, avait donc un discours très construit là-dessus en disant même les élus PS ou même les élus UMP ont ce genre de pratique, mais ils arrivent à le faire de telle sorte qu'on ne puisse pas leur reprocher. Nous, on se dit, il faut que quelqu'un ose le dire. Et Marine Le Pen, elle ose le dire, ou elle le dit plus franchement, ou elle le dit plus directement que les grands partis classiques. Donc eux, ils avaient ce discours-là qui tenait pas forcément sur la place publique, mais qui pouvait tenir lors de manifestations associatives, qui tenaient dans des pots, qui tenaient, ou en tout cas ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, nous on fait ça et on veut préserver l'espace résidentiel de la commune, et pourquoi on ne le ferait pas alors que en fait ils étaient très très remontés contre les accusations. C'est-à-dire qu'on pouvait leur dire mais c'est pas correct, c'est raciste de voter Front National. En fait, contre des accusations morales, sur un registre moral, en disant mais dans les faits, ceux qui sont à la manœuvre, à la tête de plus grosses villes que nous, des responsables politiques qui ont des carrières politiques avec une étiquette parti socialiste, eh bien ils font ça eux aussi, sans le dire, sans qu'on le voie, sans qu'on les dénonce. Ils font ça eux aussi. Enfin, ils ont aussi des types de pratiques pour refuser certaines catégories de population, certains commerces, pour stigmatiser les personnes racisées, sans qu'on vienne les accuser d'être xénophobes. Donc pourquoi nous, on ne pourrait pas voter Front National? Pourquoi on serait accusé d'abord, pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire dans ce qu'on fait? Et pourquoi on serait accusé d'être raciste si on vote Front National? Et du coup, ça rejaillissait sur le fait que Marine Le Pen, elle a un discours plus franc. Elle n'a pas le double discours qui caractérise un certain nombre de responsables politiques des partis classiques. Donc moi, j'y vois un lien, outre que, par ailleurs, ça contribue à banaliser ce genre de pratique. Ça contribue à banaliser la reproduction d'un ordre, en fait, inégalitaire, où, on le voit bien, les ménages racisés sont surreprésentés dans le logement social. Ils sont moins souvent propriétaires. Du coup, ça contribue à renforcer cet ordre social inégalitaire dans lequel on est plus légitime à être propriétaire d'une maison dans la France contemporaine si on est blanc que si on est racisé. Quand bien même on travaille, quand bien même on serait racisé, mais on serait là depuis plusieurs générations, etc. Enfin, il y a on est plus légitime à être propriétaire dans une commune rurale, dans un village. On est plus légitime à être propriétaire dans ce village si on est blanc que si on est pratiquant de la religion musulmane, par exemple. Enfin, ça contribue à reproduire cet ordre social-là. Et alors, ce que je comprends finalement, c'est que dans tout ce que tu dis, c'est que si on veut penser le vote pour l'extrême droite, il faut articuler et non pas opposer des choses qui relèvent traditionnellement de l'analyse de classe ou des fractions de classe et du travail, des recompositions du travail, des transformations, etc. Tout ce que tu as dit, par exemple, sur la sous-traitance, de fait, la concurrence accrue de plus en plus dans le monde du travail, et puis des facteurs qui renvoient davantage aux questions dites raciales ou aux rapports sociaux de race, à la question du racisme. Peut-être qu'il y a un moyen d'articuler les deux à travers une catégorie que tu utilises dans des entretiens, peut-être dans le livre, je ne me souviens plus exactement, qui est ce concept de conscience triangulaire d'Olivier Schwartz, si je ne me trompe pas, qui est l'idée notamment que la conscience disons des classes populaires, la vision d'espace social ou le rapport à l'espace social n'est pas simplement binaire, une opposition ceux d'en haut, ceux d'en bas, mais en gros il y a ceux d'en haut, nous, et puis ceux en dessous de nous, les assistés, avec une racialisation en quelque sorte de la catégorie des assistés, ou en tout cas c'est ceux qui viennent d'ailleurs, en tout cas ils peuvent être pensés ou perçus comme étant les immigrés ou ceux qui ne sont pas vraiment d'ici, etc. Et peut-être que c'est une des manières dont s'articulent des logiques de classe, où on va chercher à se distinguer d'un point de vue de fait de classe entre différentes fractions des classes populaires, peut-être certaines plus établies et d'autres plus précarisées, et puis des logiques qui renvoient au rapport de race, aux rapports sociaux de race, d'inégalité raciale, où on va mettre à distance les immigrés les dernièrement arrivés, ou les immigrés ou les descendants d'immigrés non européens qui sont l'objet de discrimination raciale, etc. Ouais, c'est un beau programme que tu dessines. Oui, la notion de conscience sociale triangulaire, elle a été développée par Olivier Schwartz dans un entretien qu'il avait fait. Il y avait Annie Kollowald et lui.
Et elle est intéressante parce que pendant longtemps, dans la sociologie un peu classique des classes populaires, jusqu'aux années 80-90, il y avait un peu l'idée que les classes populaires se politisaient ou avaient conscience de leur position de classe en opposition aux catégories dominantes, favorisées, etc. Donc ce que tu disais un peu, ceux d'en haut, ceux d'en bas. Et puis, pour expliquer un certain nombre de transformations aussi dans la société, c'est-à-dire que les catégories populaires aujourd'hui, c'est pas forcément des gens qui sont pauvres, c'est pas que au sens de l'analyse sociologique. En fait, les gens qui sont dans des emplois d'exécution, il y en a qui ont quand même des conditions de vie. Ce que je disais tout à l'heure, dans les années 80, les ménages avec un homme ouvrier ont assez massivement accédé à la propriété dans le périurbain. Donc avec toutes ces transformations sociales, l'allongement de la durée des études, les univers sociaux qui sont moins ségrégés, les classes populaires vivent plus que dans des quartiers populaires, ils connaissent aussi des formes de mixité. Et bien du coup, les façons de se positionner socialement ont évolué et on est conscient qu'on n'appartient pas à ceux d'en haut, mais on se revendique plus d'être ceux d'en bas, on veut se distinguer des assistés. Voilà. Mais c'est aussi des décennies de discours stigmatisant les politiques sociales, les minima sociaux, etc. Enfin, la solidarité. Enfin voilà, il y a eu des décennies de discours aussi bien dans les élites politiques classiques qui ont banalisé ces discours-là. Et je voulais juste dire un tout petit truc, c'est que, alors ça c'est un point que j'ai pas travaillé assez rétrospectivement, c'est aussi comment articuler la question de classe et la question ethno-raciale, c'est aussi en prenant en compte la question des discriminations dans le monde du travail et la question des hiérarchies professionnelles et le fait que là dans les entreprises, moi dans lesquelles j'ai enquêté, il y a quand même des hiérarchies très très fortes, il y a de l'emploi précaire, etc. Et je peux pas le montrer, mais ça a été montré dans le domaine du bâtiment, par exemple. Les employeurs et les entreprises travaillent avec des grilles. Les entreprises de travail intérimaire travaillent souvent avec des catégories de classement des personnes en fonction de l'origine ethno-raciale qui est imputée aux personnes. Et du coup, une partie des personnes de classe populaire blanches qui sont dans le monde du travail tirent profit du fait d'être blancs parce qu'ils ont accès à des emplois plus stables, on reconnaît mieux leurs qualifications, ils sont moins souvent précaires, voilà. Et du coup, là, ils expérimentent dans le monde du travail des hiérarchies, des positions dominantes, toute proportion gardée. Voilà, alors ça, je l'ai pas dans mon enquête. Donc, mais voilà, ça a été l'enquête de Nicolas Jounin sur les entreprises du bâtiment montre bien que les hiérarchies professionnelles sont pas liées aux qualifications, mais sont quand même beaucoup liées à l'origine. Imputées aux personnes qui travaillent. Donc on va mettre plutôt des personnes noires en bas de l'échelle, voilà, et on va y avoir une gradation des origines dans les travaux les plus déqualifiés et les moins stables, et puis à l'inverse vers les travaux les plus rémunérateurs. Donc je pense que ça c'est une manière aussi de montrer que les inégalités ethno-raciales, elles traversent aussi le monde du travail, elles traversent les catégories populaires et qu'on ne peut pas en faire l'économie. Alors il y a tout un débat, tout un questionnement à gauche, notamment depuis la dernière séquence électorale, sur l'électorat populaire du FN, c'est-à-dire la partie de l'électorat populaire qui a été amenée à voter pour le FN ou le RN plus récemment, et donc notamment pour Marine Le Pen lors de la présidentielle, et notamment autour de l'idée des fâchés, pas fachos. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, cette idée, à partir de ton enquête, qu'il y aurait donc tout un pan finalement de l'électorat du FN qui serait gagnable ou plus ou moins facilement gagnable parce qu'il serait fâché mais pas facho et donc il ne serait pas en quelque sorte véritablement imprégné ou profondément imprégné par le discours de l'extrême droite, notamment sur la question des immigrés, la question des minorités, etc. Qu'est-ce que ça t'inspire de ton côté ? Cette expression fâché pas facho, elle est très courte, donc elle sonne bien, mais elle me paraît quand même c'est un raccourci. Parce que ce qu'ont montré aussi un certain nombre d'enquêtes qualitatives, d'entretiens, au-delà de ce que moi j'ai pu faire, de façon plus générale, on le sait bien, le vote, c'est pas forcément synonyme d'une adhésion ferme et entière à l'ensemble du programme électoral du parti pour lequel on vote. Donc ça, que les gens ne connaissent souvent pas d'ailleurs le programme. Donc ça, on est bien d'accord. Ensuite, moi je trouve que cette expression fâché pas facho, elle porte en elle le risque qui est d'occulter ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que en fait les personnes
les personnes qui votent pour le Front National, puis le Rassemblement National, il y a quand même une composante aussi d'affirmation d'un statut, du fait d'être blanc, ce que je disais tout à l'heure. On est perçu comme plus légitime à avoir sa maison, son statut de propriétaire sur le territoire d'une commune rurale, à la campagne, si on est blanc. Et ça, on ne peut pas l'occulter complètement. C'est-à-dire que c'est une composante. Alors, c'est aussi présent chez des électeurs de LR ou de l'UMP précédemment. Ça peut aussi, voilà, c'est aussi présent. C'est aussi sans doute présent chez une partie des personnes de catégorie moyenne ou supérieure qui ont pu voter pour le Parti socialiste à certaines périodes, parce qu'il y avait aussi des discours racistes tenus par des ministres de l'Intérieur sous des gouvernements socialistes. Donc, même un président socialiste qui disait que le seuil de tolérance en matière d'immigration avait été atteint, à savoir François Mitterrand. J'avais pas ça en tête, mais oui. Donc l'expression fâché, pas facho, elle gomme cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas occulter le fait qu'il existe des inégalités structurelles dans l'accès au logement, dans l'emploi, dans la société française, et que moi, ce que j'ai pu voir, et que ça existe sans doute dans plein d'autres endroits sous des formes sans doute différentes, mais c'est qu'il y a, ce que je disais tout à l'heure, des mobilisations collectives pour maintenir un entre-soi blanc. Il y a des formes d'exclusion collectivement portées de certains profils. Et enfin voilà, les inégalités qui existent dans la société française, elles sont aussi portées dans certains espaces, etc. Donc moi, il me semble que ce qu'on peut dire, ça serait l'urgence de porter un discours antiraciste, égalitaire, un discours qui dénonce les discriminations qui existent, pas uniquement dans les quartiers populaires, à l'encontre des minorités, qui existent dans l'ensemble de la société française, dans le monde du travail, qui existent dans l'espace résidentiel, y compris hors des violences policières qu'on peut dénoncer dans les quartiers populaires. Il existe aussi des formes de discrimination dans le monde du travail, dans les quartiers hors habitat social, etc. Donc voilà, ça serait sans doute utile de rappeler qu'il faut des mobilisations collectives, associatives contre ces discriminations qui touchent des minorités racisées, et donc finalement de débanaliser ces inégalités qui sont structurelles. Et que tout ça, finalement, ne s'oppose pas à des luttes plus transversales, en quelque sorte, autour de questions qui concernent l'ensemble des salariés, par exemple la question des retraites ou des conditions de travail ou des rémunérations, des salaires, etc. Mais que, en quelque sorte, la gauche doit trouver la voie et le mouvement social, les mouvements sociaux, d'une combinaison de ces enjeux, certains étant spécifiques à certains segments des classes populaires et d'autres qui sont transversaux, qui sont communs à l'ensemble des salariés. Et finalement, ce que tu dis également m'inspire la réflexion que par rapport à la question notamment du racisme et des inégalités raciales, des discriminations raciales, il y a tout un travail de long terme qui ne se résume pas à une élection et à aller chercher telle ou telle catégorie d'électeurs ou ne pas froisser telle ou telle catégorie d'électeurs, mais un travail politico-culturel, qui est aussi un travail militant de long terme pour créer un sens commun antiraciste ou recréer un sens commun antiraciste ou le renforcer dans un pays qui, de fait, peut-être du fait de siècles d'esclavage et de colonisation, a bien du mal à prendre au sérieux cette question-là. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Violaine pour tes réponses et tes éclaircissements sur ces questions. On se retrouve pour un prochain épisode de Minuit dans le siècle très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt. Not important. Nothing's more important than stopping fascism, because fascism will stop us all. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Spectre.